chill. Bonjour, savoir qui c'est. bonsoir le bout du... Je vois juste que c'est Santa Numérique Thesis et URPS MKOI, je ne sais pas, je n'ai pas de prénom. Oui, la personne ne se présente pas. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, Mathieu Lautoré. Ah, Mathieu. Ah oui, L'ombre. Mathieu. Un des profs de l'IFFK. En santé numérique, c'est moi et c'est Yann Faravoni. Ah, Bonjour bonsoir Yann. Salut. Kiki, Mathieu, Amélie. Salut. Il vous voit sur la caméra. Mais la caméra est là. Et mais moi, Dans le je champ. vois pas. Attends, je dis coucou. Non mais nous on ne voit pas. Mais oui. Voilà. Les gens présents. On se voit mercredi Il prochain. n'y avait pas une fiche de présence Non, mais oui, là-bas. on fait des margements. Prénom et nom. Guillaume. Alors, donc aujourd'hui, on va parler au programme qui n'a pas de surprise. On va parler de la télésanté. C'est Fleur notamment de chez nous, Thesis, qui va vous présenter ces sujets-là. Et puis on fera aussi une passe du coup sur la messagerie instantanée et sécurisée pendant la pro avec Stéphane et Yegi Minko. Donc rapidement, aujourd'hui, moi je suis là en facilitatrice, animatrice, mais je vais laisser la place après à mes collègues. Constance Bravet, je suis chef de projet ville chez Thesis. Donc j'accompagne les acteurs de la ville, les structures d'exercice coordonnés dans leur projet de numérique en santé. Voilà. Donc Fleur Godeluc, donc moi je suis responsable de l'équipe télémédecine et imagerie chez Thesis. Et Stéphane. Voilà, donc Stéphane Yegeminko, donc je suis chef de projet dans l'équipe coordination et parcours. Et voilà, on accompagne les professionnels de santé, acteurs de santé dans le déploiement de notre super messagerie instantanée pendant la... Bonjour. Bonne évaluation. Comment ça fait? Super. Une fiche de présence et... Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Thesis, nous, on est une organisation à but non lucratif. Donc, on travaille main dans la main avec l'ARS de La Réunion. Et donc, on est un GRAD, c'est un groupement d'appui au déploiement de la e-santé. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un dans chaque région de France. Donc, nous, Thesis, on est pour la région Réunion et Mayotte. Voilà. Donc, Est-ce que vous nous donnerez ce... on vous donnera les slides et c'est enregistré, donc il y aura tout à disposition. Mais tranquillement. Et donc on intervient spécifiquement justement sur les sujets de numérique en santé. Voilà. L'introduction étant faite, je laisse la parole à Fleur. Donc du coup, comme la commande un peu, c'était de parler de la télésanté, je veux juste passer la première slide. Ouais. Vous arrivez directement dessus. On va commencer un peu par des définitions. On est sûr qu'on part tous de la même chose. Donc, dans les actes de la télésanté, donc là, c'est vraiment au niveau du code de la santé, enfin, au niveau du code de la santé publique. Donc, dans la télésanté, il y a le télésoin et la télémédecine. Donc, le télésoin, ce sont tous les soins qui sont faits à distance par un auxiliaire médical. Donc, il y a toute la liste ou un pharmacien. Donc, vous êtes concerné par le télésoin, principalement. Et la télémédecine, donc, c'est des actes qui sont réalisés à distance par un professionnel médical. Donc, on entend médecin, sage-femme ou chirurgien dentiste avec le patient et qui peuvent être assistés par un infirmier, un pharmacien ou un psychologue. Et au sein de la télémédecine, on a 5 actes différents. Donc, on a la téléconsultation, donc c'est ce qu'on connaît le plus, enfin, principalement, donc avoir une consultation via un échange de vidéotransmission. La téléexpertise, donc c'est quand on fait une demande d'un acte à un expert. La télésurveillance médicale, je ne sais pas si ça vous parle. Télésurveillance médicale, en fait, c'est on utilise des plateformes de suivi pour suivre un patient qui a une maladie chronique en général, en dehors du cabinet. Donc, par exemple, dans les pathologies qui sont ciblées, on a le diabète. Donc, ça permet au médecin en fait, de suivre son patient et de récupérer sur la plateforme l'évolution de sa glycémie ou d'autres alertes qui pourraient arriver. Je n'ai pas prévu spécifiquement de vous parler des actes de télémédecine qui vous concernent pas directement dans la facturation, mais si vous voulez en parler, j'ai des slides qui sont masqués, donc on peut aussi aller plus en détail dessus si besoin. La téléassistance médicale, c'est quand un professionnel à distance guide un autre professionnel pour réaliser un acte. Et la régulation médicale, c'est tout ce qui concerne la gestion des urgences, donc tout ce qui est le SAS et la régulation du SAMU. Voilà, qui fait partie des actes de télémédecine.
Là-dessus, ça va, c'est clair? C'est slide. Donc là, j'ai repris des slides qui représentent aux règles de la téléconsultation, donc qui est un des actes de la télémédecine. Mais la téléconsultation, en fait, les règles sont les mêmes que pour le télésoin pour les masseurs kinés, si on reprend la définition de l'avenant 7. Donc la rémunération, enfin donc, juste pour préciser quand même, donc la téléconsultation, donc vous avez votre patient est à distance, et forcément une téléconsultation ou un télésoin se fait avec recours à une vidéotransmission. Donc pour avoir télésoin ou téléconsultation, il faut qu'il y ait une vidéotransmission. Ça ne peut pas se faire juste par téléphone sans image en fait. Il faut qu'il y ait un transfert d'image, un échange vidéo. La téléconsultation, elle peut être accompagnée si jamais le patient n'est pas en capacité de faire sa téléconsultation seul. Donc elle peut être assistée d'un infirmier ou d'un pharmacien en besoin. Dans le cadre où c'est pris en charge dans le cadre d'une téléconsultation médicale. La rémunération, donc ça c'est la même chose pour la téléconsultation médicale et le télésoin. Donc normalement, les tarifs de prise en charge sont les mêmes que celles des consultations en présentiel, même si on a vu que sur l'avenant 7, il y avait... On va en parler après. Voilà, il y avait un petit écart, mais normalement la prise en charge est censée être la même entre un télésoin et une consultation en présentiel. Et vous avez également une aide à l'équipement, donc que ce soit pour les médecins ou vous aussi pour les masseurs kinés, dans le cadre du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. Et on va revenir plus tard aussi sur les montants que vous pouvez avoir pour vous aider à vous équiper, pour mettre en place notamment la vidéotransmission. Vous passez par des logiciels pour réaliser la téléconsultation. Donc les règles de prise en charge du télésoin ou de la téléconsultation, donc bon, c'est plus pour la téléconsultation, donc c'est respect du parcours de soins coordonnés. Ce qui est valable pour les deux, c'est l'alternance de consultation en présentiel et de téléconsultation. Vous ne pouvez pas faire que de la téléconsultation, il faut qu'il y ait de temps en temps le patient soit vu également en présentiel. Et dans le cadre du télésoin pour les kinés, la première séance doit être forcément faite en présentiel également. Ne peut pas être faite en téléconsultation. Et ça, c'est valide aussi pour les deux, la territorialité. Il faut que le médecin ou le masseur kiné soit du même territoire que le patient pour qu'il y ait une prise en charge dans le droit commun. Donc les modalités, donc on en a déjà parlé, donc il faut absolument avoir recours à un échange vidéo, donc une vidéotransmission. La connexion se fait à une solution sécurisée et le patient peut être assisté, mais ça c'est plus dans le cadre de la téléconsultation médicale. Je ne sais pas si là-dessus il y a déjà des questions. Sur la notion de territoire, moi les rares fois où je l'ai fait, c'était parce que des patients justement qui ont quitté le territoire en rééducation, c'est un truc un peu particulier, c'est rééducation de la langue, mais les patients ils n'avaient personne d'autre, du coup je les ai suivis, mais ils n'étaient plus dans le territoire. Et c'est peut-être encore à la même caisse que... Ah, c'est la notion de caisse. Je pense que c'est comme ça que la Sécu vérifie que le patient est sur le bon territoire, j'imagine. C'est là-dessus qu'ils se basent sur la caisse sur laquelle ils sont déclarés. Mais après, je ne sais pas à quel point ils vérifient. C'est à mon avis compliqué. En plus, la notion de territoire, elle n'est pas hyper précise dans les textes, en vrai. Mais ça fait partie des critères qu'ils mettent pour mettre en place cette téléconsultation. J'imagine que c'est pour éviter que ce soit des kinés en métropole qui prennent en charge des patients à La Réunion. Et du coup, on ne peut pas faire une alternance de présentiel et de téléconsultation si le professionnel est à distance trop éloigné. Et la question de connexion à une solution sécurisée. Parce qu'avec le RGPD, on fait comment? C'est-à-dire? Et quel est le logiciel? C'est pas Pandala, justement, dont on parle. Mais on peut passer par professionnel. Quel logiciel vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Parce que pendant le Covid, les gens ont utilisé WhatsApp. Oui. Et il y a eu des psychiatres qui continuent à utiliser WhatsApp actuellement. Normalement, ça ne fait pas partie des solutions sécurisées. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Parce que vous, pas Thésis, enfin, je ne sais pas, vous proposez comme solution sécurisée. C'est tout. Nous, Thésis, on ne propose pas de solution. Vous en avez peut-être, vous, personnellement, une idée? Je sais pas. Sur la téléconsultation, Quel logiciel on utilise? Après, pour la vidéotransmission, en vrai, vous pouvez faire du FaceTime. Hein. C'est pas. Mais FaceTime, c'est pas sécurisé. Ouais, non. Il n'y a pas le RGPD. Moi, j'ai regardé un petit peu, il existe pas mal de solutions, mais c'est valorisé à hauteur de 800-900 € par an les abonnements. C'est ça. Donc personne ne le fait, tout le monde utilise WhatsApp. Après, c'est pour les échanges, surtout de données. Je pense que c'est surtout là-dessus où il faut faire attention, c'est sur les échanges
Enfin, si sur les prescriptions ou sur les échanges. Je ne sais pas, je pose la question. Après, Pandalab, il y a une Ouais. partie de vidéotransmission aussi. Voilà, hein. en fait, c'est le après personnel. pour. Après, Pandalab peut répondre à ce besoin-là, mais Pandalab, aujourd'hui, la solution qu'on a acquis n'est pas un outil de téléconsultation qui vous permet de gérer la facturation et le reste. Non, c'est- Mais vous pouvez faire la C'est même pas la vidéotransmission. facturation. C'est qu'avec Pandalab, on n'a pas accès aux patients. C'est entre professionnels de santé. Si vous pouvez. Si, en fait, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a une fonctionnalité dans la visioconférence qui permet de discuter avec un utilisateur externe Oui, en saisissant son adresse mail ou son numéro de téléphone. donc vous avez amélioré, Donc, vous avez ajouté ça au... Voilà, mais c'est pas de la téléconsultation dans le sens du terme. Ça va pas vous permettre de suivre Suivre le patient. vos séances et la facturation, etc. C'est vrai qu'il y a des logiciels de téléconsultation qui vous Voilà. permettent de... Voilà, mais ça permet de l'échange sécurisé avec quelqu'un qui n'a pas Pandalab. Ah, Oui. donc ça fait une échange sécurisé. Oui, voilà, c'est un échange Ah, sécurisé. c'est bon. Voilà. Donc ça rentre dans le critère. Ça rentre dans les Ça critères. rentre dans ce critère-là, mais c'est pas de la pure téléconsultation. Voilà, si on dit, voilà, la pure téléconsultation, Eh ben, c'est la WhatsApp non plus. facturation. Oui, si Ah, vous. WhatsApp. WhatsApp, Voilà. non. WhatsApp, Non, mais non. donc, et Après, la après, facturation, c'est la facturation, dans la notre fait logiciel dédié. Dans votre logiciel Dédié. 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 Voilà. Ah ben Si- voilà. Mais pour résumer, Oui, Pandalab peut remplacer les usages de WhatsApp. maintenant. Voilà, maintenant, Maintenant, dès ouais. aujourd'hui. Ouais, C'est voilà. bien le but de... Il y a, Oui, il y a la pas présentation de- juste avant. Ça fait des Ouais, mois voilà. que... Oui, merci. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va Non, moi, ça je par la m'inquiète. suite. Ouais, ouais. Mais après, il y a plein d'autres choses. Hein. Je ne sais pas si vous utilisez... des fois, les logiciels de prise de rendez-vous aussi proposent de faire des logiciels de téléconsultation, Non, mais en fait, de Maya, c'est une etc. couche sur une couche où Oui. Malheureusement, c'est de plus en plus cher, c'est ce qu'il évoque. Oui. Et qui nous reste vraiment avec le fait que les actes n'augmentent pas tant que ça et que les charges par contre augmentent beaucoup, rajoute encore une couche qui ne nous rend pas accessible en fait. À 10 € le bazar. Il y a Mathieu qui a une question à distance. Il va falloir ouvrir votre micro simplement, Mathieu. Ouais, bonsoir tout le monde. J'ai pas tout bien entendu. Est-ce qu'au final, on est obligé d'utiliser Pandalab Ah non, pardon. moi, justement, ce qu'on On n'oblige rien. C'était la réponse En fait, à ma il question. faut l'échange vidéo, il faut que la solution soit sécurisée. Surtout pour s'il y a un échange de données. C'est l'échange de données médicales. Est-ce qu'on peut utiliser Pandalab vraiment pour faire les téléconsultations? Et ma deuxième question, c'est l'aide à l'équipement là, pour le format structure. Ça nous permet de financer quoi exactement ça? Parce que bon, on a tout On va y déjà- revenir sur cette deuxième question. Détaillé, ouais. On a une slide à venir qui en parle. C'est D'accord. ça que là, je prends les généralités de ce que c'est la téléconsultation de télésoin. Sur plein de questions. Parce que vous Et sur la- vous avez des questions. Sur, Oui, non, mais j'explique que du coup, ça, c'est les généralités qu'on va venir en détail sur. Si vous ne l'aviez pas dit. sur la première question, du coup, Pandalab est une des solutions pour échanger de manière sécurisée, mais ce n'est pas un service de téléconsultation à proprement parler. Et il en existe plein après sur le marché qui sont à votre disposition. Ouais. Mais On a peut-être dans vos une logiciels métiers, solution il y pour a sécuriser vos peut-être échanges. des possibilités aussi. En gros, si vous utilisez WhatsApp pour faire de la téléconsultation, eh bien, Pandalab peut remplacer votre utilisation de WhatsApp. C'est uniquement dans ce cadre-là. Mais la téléconsultation, proprement dit, non. Voilà. Enfin, si vous voulez avoir la totalité, La totalité, du sujet de la GMP, téléconsultation. facturation, la totale, quoi. Ça, c'est pas possible. Je me fais timekeeper. Vas-y, On enchaîne. alors, On reviendra à Pandalab de toute façon plus en détail. Donc, du coup, le deuxième acte sur lequel vous pouvez facturer, c'est la téléexpertise. Donc, sur la télé, bon, j'ai mis des exemples, mais qui correspondent plutôt à une téléexpertise médicale. Mais bon, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous, en tant que masseur kiné, vous pouvez être requérant, c'est-à-dire solliciter l'expertise d'un professionnel de santé. Et dans les professionnels de santé qui sont les requis, vous pouvez solliciter un médecin, une sage-femme ou, dans l'avenant, un dentiste, mais ça n'a pas l'air d'être complètement validé pour les dentistes. Mais en tout cas, médecin, sage-femme. Donc, voilà, téléexpertise, du coup, contrairement à la téléconsultation, elle peut se faire en asynchrone. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, c'est juste par un échange par une messagerie sécurisée. Donc, soit en direct, en synchrone, soit en différé. Donc, vous envoyez, en fait, toutes les informations de votre patient au requis et il peut vous répondre une fois que le patient est plus là, en fait. C'est pas forcément pendant que le patient est dans votre cabinet que vous devez avoir la réponse.
Voilà, donc pour le médecin requis, enfin pour le requis, il n'y a pas de connaissance préalable du patient requise, mais évidemment pour vous, requérant, le patient, vous le connaissez, c'est mieux pour demander un acte. Et ensuite, donc du coup, le requis, il est rémunéré 20 € par l'acte, 24 à la réunion, et pour le requérant, c'est 10 € pour les médecins, 12 à la réunion, et 11 pour les kinés à la réunion, pour l'acte de requérant. Et il y a une limite pour les kinés, vous pouvez faire... Ouais. C'est 11. Oui. On reviendra après à un tableau. Il y a un tableau qui détaille après. Et du coup, vous pouvez demander 2 actes par an et par patient de téléexpertise. C'est ça. 2 par an par patient. Oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit juste au-dessus, mais pour le télésoin, c'est limité à 20% de votre activité aussi. Vous ne pouvez pas faire plus de 20% de votre activité en télésoin. On reviendra, toutes les règles sont... Activité totale, pas par patient. Total, oui. Total. C'est sur l'intégralité des actes que vous cotez. Il peut y en avoir que 20% qui sont... La première séance et faire toutes les autres séances en télésoin pour un patient. Les 20%. Normalement, il faut faire une alternance quand même. De temps en temps, il faut le voir en vrai. Alors, vous pouvez faire 3 à la suite en on n'est télé. pas obligé de respecter ces 20%. Ça, c'est pas écrit dans les textes. Moi, j'ai jamais vu. Ils disent que la première consultation doit être en direct. Oui. Et après, il n'y a pas écrit de notion d'alternance. Enfin, ça n'est pas dans nos textes à nous. C'est pas précisé dans l'avenant 7. Ouais. Mais ça fait partie de... C'est les règles de la téléconsultation générale. Okay. Question, si possible. Oui. Médecin, même spécialiste, on est d'accord. Oui. Et du coup, médecin hospitalier. Aussi. Et comment ils sont rémunérés? Ils sont aussi rémunérés à 20 € de l'acte, du coup? Pareil. Ah oui, d'accord. Et d'accord. C'est pas que libéral. Non, c'est pas que libéral. Les médecins hospitaliers spécialistes. Ouais. Généralement, pour la téléexpertise, si vous avez déjà identifié des experts, vous pouvez le passer sans aucun logiciel spécifique. Si vous avez une MSS ou même sur Pandalab, vous pouvez demander un acte de téléexpertise. Après, il faut le suivre dans votre logiciel, etc. Mais généralement, quand même, les experts mettent qu'ils sont disponibles pour faire de la téléexpertise sur des plateformes de téléexpertise. À La Réunion, c'est beaucoup Omnidoc qui est déployé. Et donc, du coup, si vous allez sur Omnidoc, vous voyez tous les... Sur Omnidoc. Omni, comme tout en latin. Ouais. Et vous voyez tous les médecins qui se sont déclarés à La Réunion comme experts, avec leur spécialité correspondante. À La Réunion, au CHU Sud, ils ont déclaré pas mal en dermato. Au CHU Nord aussi, il y a des dermato. Sur Omnidoc, ouais. Et après, il y a quasiment tous les médecins de la clinique Sainte-Clotilde qui sont déclarés aussi sur Omnidoc pour des avis de téléexpertise. Et il y a en cardio, il y a des cabinets de cardio du Sud qui sont aussi sur Omnidoc. Moi, je ne sais pas si ça vous concerne. Du coup, ça ne rentre pas dans le cadre, mais moi, je demande souvent des expertises, mais je fais à l'ancienne. Moi, je fais un courrier, j'adresse un SMS viteuf au médecin, je dis je t'envoie tel patient. Et on ne peut pas donner le papier au patient, et comme ça, le patient il nous amène une réponse. On est obligé d'informatiser le bordel. Non, mais là, parce que vous êtes là, c'est un renvoi vers le médecin. C'est-à-dire que le patient va voir le médecin. Oui, mais je lui demande une expertise, parce que moi, je mets en bilan, je lui demande là, j'ai un doute. Oui, sur mais là, du coup, le patient se déplace chez le médecin pour avoir l'expertise. Oui. Là, dans ce cas-là, le patient, il ne va jamais voir le médecin, en fait. Le patient ne voit jamais le médecin ne voit jamais le patient sur lequel vous avez demandé une expertise. Sauf si, du coup, en ayant toutes les informations que vous avez envoyées, il considère qu'il est nécessaire qu'il voit le patient en présentiel. Mais là, dans ce cas-là, de cet acte-là, c'est par exemple, vous avez... J'avoue, je ne sais pas trop dans quel cas, pour les kinés, vous pouvez demander une expertise, mais par exemple, vous avez une plaie ou quelque chose, vous avez un doute, vous envoyez une photo à un dermato, vous demandez qu'est-ce que tu en penses, et sans voir le patient, il va vous dire bah ça, je pense que c'est nanana, et du coup, il vous renvoie l'avis qu'il donne sur la photo que vous avez envoyée. Pour répondre un peu plus dans le cas du kiné, je pense que ça nous est tous arrivé de décrocher son téléphone pour appeler le médecin, pour dire là, ça va pas, il y a telle chose qui va pas et tout. Le médecin prend du temps pour nous répondre. Ça, c'est du temps qui, et pour le médecin et pour le kiné, n'était pas rémunéré. Ça, c'est pas...
c'est que justement, c'est codifié et c'est rémunéré. Ça, c'est super avantageux. Ça rentrera pas dans ce cas-là. Parce que on est dans des chemins presque informels. Oui, parce que là, une recherche d'expertise. si c'est le médecin traitant du patient qui vous a envoyé, c'est pas de la téléexpertise. Oui, là, mon exemple n'est pas le bon. Mais je veux dire, ça nous est tous arrivé de consulter, voilà, c'était ça. Et ça peut nous arriver justement pour avoir un médecin expert du domaine, sans parler du médecin généraliste. Oui, là, la téléexpertise, c'est pas du coup, j'appelle le médecin traitant parce que j'ai un doute sur quelque chose du patient. Non, dans ces cas-là, ça rentre pas dans ce cadre-là et c'est pas non plus si le patient va voir le médecin derrière. En fait. Alors, je vais me permettre dans ces cas-là de peut-être plus clarifier les choses. Il y a une expérience qui a été menée sur si je ne me trompe pas, c'est du côté de Bordeaux, où il manque de dermatologues. Et en fait, ils ont monté comme ça, où du coup, ça peut être le kiné, l'infirmier, qui prend la photo de ce qu'il a un doute. Et du coup, derrière, c'est un dermatologue qui, effectivement, on dira si effectivement le doute doit est confirmé ou non, et si le patient devient une urgence, en fait, par rapport à un cancer de la peau. Donc, et là, c'est effectivement un échange avec une téléexpertise, avec un dermatologue. Voilà. Ça, c'est vrai que le cas de la dermatose, c'est facilement applicable à la dermatologie. C'est pour ça que c'est la spécialité sur laquelle c'est plus déployé à La Réunion, c'est en dermatose. C'est parce que justement, la téléexpertise se prête bien dans le cadre de la dermatose. Parce qu'avec une photo, en fait, ils peuvent déjà donner un premier avis. Et en l'absence de réponse de l'expert, on peut quand même satisfaire notre demande ou il faut vraiment qu'il y ait un échange confiant? Il faut qu'il y ait un échange. Ouais. Parce que du coup, il faut qu'il y ait un compte-rendu qui soit fait et qui soit du coup conservé dans votre logiciel métier qui montre que vous avez demandé et que vous avez eu un retour de l'expert. Mais c'est vrai que normalement, si on passe par une plateforme de téléexpertise, ils s'engagent sur une réponse dans un certain délai. Généralement, c'est dans 48 heures qu'ils s'engagent à donner une réponse. C'est vrai que passer complètement par de la synchrone avec la messagerie sécurisée, c'est plus compliqué à suivre et vous avez moins la certitude que le médecin est disposé déjà à prendre du temps pour faire de la téléexpertise. Sauf si vous connaissez des gens, enfin des médecins, et que vous avez identifié des relations particulières. Donc du coup, les suivis, donc là on a résumé un petit peu les grandes règles qui sont notées dans l'avenant 7 donc, de votre convention qui date du 25 août 2023, qui rentre en vigueur le 22 février 2024, donc c'est quand même assez récent. Donc avec les deux nouveaux codes qui rentrent dans la facturation, donc la lettre TMK pour la partie télésoins, donc c'est ce qu'on a déjà dit, hein, la première séance ne peut être réalisée qu'en télésoins. Il est nécessaire d'avoir réalisé un acte ou un bilan présentiel dans les 12 mois précédents. C'est un peu dans l'idée de l'alternance. Il est impossible d'exercer une activité exclusive à distance, puisque du coup, on a un maximum de 20% de l'activité conventionnée qui peut se faire en télésoins, et les actes sont obligatoirement réalisés par vidéotransmission. Donc la notion de territoire, et puis on en a déjà parlé, donc pour la téléexpertise, c'est 2 actes par patient et par masseur kiné pour un même patient. Continue parce qu'on a déjà fait plein de questions. Donc sur le cadre éthique et déontologique de la télésanté, donc en fait c'est des recours de la HAS qui ont été publiés en 2019 et c'est d'ailleurs précisé dans l'avenant 7 que vous devez vous appuyer dessus pour votre activité de télésoins. Donc ce qu'ils recommandent, c'est d'organiser son activité, donc d'avoir des plages qui sont dédiées à la téléconsultation ou à la téléexpertise, bon, plutôt à la téléconsultation, enfin aux télésoins pour vous. La téléexpertise, c'est plus vrai pour les médecins requis qui du coup se conservent du temps pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il faut avoir des locaux adaptés à la téléconsultation. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu calme qui permet de respecter la confidentialité des échanges. Donc, ça paraît, c'est du bon sens, hein, on est d'accord. Dans le matériel et l'équipement, donc il faut disposer d'outils de communication pour la téléconsultation, donc avec une vidéotransmission sécurisée. Disposer d'outils informatiques pour l'échange, le partage et le stockage des données. Donc, ça peut être par messagerie sécurisée de santé. Après, vous pouvez envoyer directement au DMP aussi, vous n'êtes pas obligé de stocker ailleurs. Et si jamais vous externalisez vos données, donc par exemple si vous passez par une plateforme tierce pour faire vos bilans, etc., dans ces cas-là, il faut qu'elle soit validée, enfin qu'elle soit hébergeur de données de santé. Et là, elles le sont toutes.
enfin, toutes celles qui sont connues. Ensuite, il est important de se former, donc savoir communiquer à distance avec ses patients et former aussi ses patients à l'usage du télésoin. Donc, être sûr qu'ils vont être capables d'utiliser leurs outils de communication à distance pour faire l'acte de télésoin. Je ne sais pas si vous utilisez des dispositifs médicaux connectés dans le cadre du télésoin. J'en ai jamais fait. Mais pareil, si jamais il y en a, du coup, il faut former les patients en amont du télésoin. C'est quoi la consigne si le patient n'est pas en capacité seul, il peut avoir un aidant pour faire la consultation avec lui? Ils peuvent, En termes de confidentialité? déjà, si le patient est mineur, normalement, il doit se faire accompagner d'un parent. Et ensuite, s'il veut se faire accompagner d'un aidant, si le patient est d'accord, si c'est son choix, il peut se faire accompagner d'un aidant. Donc ça, c'est pareil, c'est les conditions de la santé, donc dans le Code de la santé publique. Donc il faut apprécier la pertinence du recours à un acte de télémédecine, de télésoin. Donc c'est évidemment en fonction de la situation clinique du patient. Donc dans votre cas, s'il y a une nécessité d'un contact direct en présentiel avec le patient ou si vous avez besoin d'équipements spécifiques comme de la balnéothérapie, vous ne pouvez pas faire de télésoin. C'est précisé texto dans le texte de loi. Si le patient il va dans sa piscine. Mesdames et messieurs, Il prévoit quand même aussi que vous n'avez pas le droit de facturer un déplacement pour du télésoin. Figure-toi que mon ancienne titulaire, elle allait chez les patients, elle facturait l'acte de balnéo. Génie. Moi, je pense que, Elle allait dans la piscine des patients. je pense que c'est pour ça qu'ils listent tout. C'est parce que je pense qu'ils ont eu des cas, donc c'est pour ça qu'ils le font. Sinon, ils ne le feraient pas. J'imagine que ça marche à Trudeau aussi. Si j'ai pas de réseau là où je suis, il faut que je me déplace pour avoir du réseau, même si c'est pas chez le patient. Oui, mais tu ne pourras pas facturer. Tu ne pourras pas facturer la naissance, le frais de déplacement. Hein, mais... du coup, il faut avoir la disponibilité de données patients, donc administratives et médicales. Donc, il faut avoir les infos nécessaires sur le patient. Et du coup, la pertinence du recours à l'acte de télésoin, c'est si le patient est en capacité de communiquer à distance et d'utiliser les outils informatiques ou à se faire accompagner par un aidant si nécessaire. C'est important aussi de recueillir le consentement du patient pour le télésoin. Il faut qu'il soit d'accord. Il faut que vous demandiez le consentement du patient pour faire un acte de télésoin. Bon, j'imagine que s'il n'est pas d'accord, il ne cliquera pas sur le bouton pour oral. C'est oral. C'est oral, oui. Non, un consentement. Ah oui. Il ne se connecte pas. C'est ça, s'il n'est pas d'accord, il ne se connecte pas. Donc, c'est bon, c'est écrit quand même, c'est important, c'est précisé plusieurs fois en plus. Et donc, c'est ce qu'on a dit aussi. Donc, il faut former ou préparer le patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin si la situation s'impose. Et ce qui précise, et c'est valable pour vous comme pour les médecins, si jamais au cours du télésoin vous vous rendez compte qu'une consultation en présentiel est nécessaire, il faut du coup reprogrammer un acte en présentiel dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient. Donc là, ça reprend en synthèse, hein, donc consentement libre et éclairé du patient, donc respect des référentiels d'interopérabilité de sécurité, donc ça c'est la vidéotransmission sécurisée, et si jamais il y a transfert de données de santé, c'est par MSS ou via le DMP. Ça reprend ce point-là. Donc il faut, quand vous faites de la téléconsultation, que vous soyez sur des logiciels, en tout cas que vous soyez en capacité de vous authentifier en tant que personnel de santé, que vous soyez en capacité d'identifier le patient, que vous ayez toutes les informations nécessaires pour faire l'acte de télésoin, formation et préparation. Et puis ce qui est important, c'est qu'il faut que vous teniez également le dossier patient, donc avec un compte rendu de l'acte de télésoin, à minima sur votre logiciel à vous, et si possible aussi dans le DMP. Ce n'est pas une obligation du télésoin, mais il faut que ça soit au moins stocké soit dans votre logiciel, soit ou sur le DMP. Sur l'avenant 7, vous avez des... Alors, sur l'avenant 7, voilà. Donc, ce qu'on a vu, c'est les lettres clés, TMK pour le télésoin et RQD pour la téléexpertise. Et puis aussi pour la tarification. Donc, c'est 11 € pour les DOM, 10 € en métropole. Et la lettre clé, elle est sur Amélie, c'est pas 2,43 €, c'est écrit 2,36 € quand c'est le TMK.
Ah, c'est moins bien payé. Alors oui, alors là-dessus, il faudra éclaircir un peu parce qu'il était question que ça soit la même. Bah oui. Mais quand tu vas sur le site d'Amélie, c'est bien précisé 2,36 €, c'est pas 2,43 €. Donc ça voudrait dire que quand on fait un télésoin, on serait moins bien payé qu'en présentiel. Alors que c'est quand même écrit clairement sur le texte que c'est la même prise en charge. Voilà. Donc à vérifier, parce que de toute façon, ces lettres clés, elles sont dans les logiciels, que ce soit Vega, Kiné 4000 et tout. Donc il faudra voir, quand vous facturez, à quel chiffre sort. Est-ce que c'est 2,36 ou si c'est 2,43 ? Voilà. Si c'est 2,36, il ne faudra pas s'étonner, c'est ce qui est écrit sur le site d'Amélie. Mais il faudra quand même voir cette histoire, parce que Avenant 7, il était effectivement censé que ça soit les mêmes tarifs. Qu'un acte classique. Qu'un acte classique. En présentiel. Oui, un présentiel. Toutes les modalités, ça on l'a vu, hein, donc je reviens pas dessus. Et ça, c'est important, c'était ce qui était demandé tout à l'heure, c'était dans les nouvelles aides de l'avenant 7, il y a ces deux-là, l'équipement de télétransmission et les appareils connectés. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est à hauteur de 350 € pour les équipements de vidéo transmission et 175 € pour les équipements connectés. Alors, cette fameuse liste, je l'ai cherchée. Ah oui. Je ne l'ai jamais trouvée. Oui, alors, partout, j'ai demandé sur les quand on va sur Amélie, voilà, c'est écrit ça. Oui, la liste sera établie. Ils l'ont peut-être pas encore établi. Ah non, mais non, je t'assure, on est d'accord. Je me suis par principe juste pour voir. On est d'accord. Alors, moi, en discutant, on m'avait parlé, par exemple, d'un spiromètre connecté, des choses comme ça. Sauf qu'ils ne définissent pas les marques ou quoi. Et ils ne définissent rien du tout, effectivement. On est bien d'accord. Voilà. Là-dessus, on est d'accord, mais on n'a pas. Encore ce truc. C'est une tempête dans un verre d'eau. Surtout que ça a été très discret sur cette ces nouveaux montants dans les nouveaux indicateurs, puisque c'était les indicateurs de. Moi, s'il te plaît, le nom. Les 450 € pour les dans le famille. Voilà. C'est les indicateurs à mettre dans le famille. C'est comme ça que vous aviez les 350 € plus 100 € pour les TVS, c'est ça, et plus 350 € et plus 115 € en fournissant ce détail-là. Enfin, juste en cliquant. Je m'étais vachement renseigné auprès des réseaux d'orthophonistes, et elles sont à fond puisqu'elles font beaucoup de téléconsultes, et donc elles sont mieux gérées que nous. Elles sont, nous c'est tout récent. Hein. C'est tout récent avec l'avenant 7, elles ont mis ça en place et c'est quelque chose qui effectivement leur sert beaucoup. Gain de temps pour elles et pour le patient. Enfin, voilà. Il y a moins de besoin continuer. Ces montants sont accessibles qu'à partir de 2025, ce que j'ai vu. Donc c'est vrai que c'est tout récent. Oui. Alors c'est pour la déclaration donc 2025 de 2024. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première année que c'est en place. Donc forcément, trouver des listes et tout. C'est possible qu'ils les ont pas. On va pas trop leur demander trop rapidement. Ça va arriver effectivement. Ça va arriver. Voilà, mais voilà. Au niveau des sous, voilà ce qui est possible. La question que je m'étais posée aussi, c'est 175 € par an. Non, je pense que c'est du pour l'équipement. Ouais. C'est one shot. C'est pas t'acheter un truc à 1000 balles, tu peux pas le faire passer. Non, c'est comme le famille, c'est dans le famille de toute façon. Attestation sur l'honneur, quand on nous demande les indicateurs. C'est une fois. C'est un aide à l'achat, quoi. Tu peux t'acheter général. Voilà. Et quand tu vas sur le site Amélie et que tu déclares tes indicateurs, il y a des cases où tu cliques ça, justement. Et c'est comme ça que tu vas être remboursé. Sa question, c'est si on achète un appareil qui vaut 500 €. Est-ce qu'on peut faire passer 4 années Non, est-ce que je peux le faire un amortissement, je peux l'amortir 4 années. C'est la comptabilité, c'est pas. Non, mais alors, est-ce que le famille, je peux le mettre 4 fois pour une facture de 2024, je peux le passer en 2025, jusqu'à ce que j'arrive à 500 balles. Ça, c'est pas non plus. Hein. C'est pas une question de ça. Tu achètes ton affaire, oui. tu l'amortis. Mais est-ce qu'on peut l'amortir? Mais bien sûr, tu l'as acheté. Et ensuite, dans ta famille, tu déclares. Chaque année. Je l'ai. Je pense que comme c'est une attestation sur l'honneur, c'est la date d'achat. Je pense. Il demanderait comme preuve en vrai. Mais ça, j'ai pas la réponse. C'est une très bonne question. Testez, vous me direz dans Voilà.
Ah oui, parce qu'on s'est posé la question, vraiment. Hein. C'est une très bonne question. On a acheté un truc vraiment. Ah ouais. De toute façon, quand la preuve, c'est ça, déclaratif, attestation sur l'honneur, ils font confiance, c'est bien. Après, théoriquement, c'est voilà, la date d'achat. Donc, ils vont partir du principe que tu ne l'as pas acheté 4 fois. Même si tu le payes en 4 fois et même si tu le déduis en 4 fois, tu l'as acheté une fois. Okay. Donc, c'est un appareil. Donc, ce forfait-là, vous le touchez tous les ans, non? Alors, on a un forfait qu'on touche tous les ans. Et là, c'est si j'achète un équipement de télétransmission tous les ans, je pense que ça peut passer. Hein. Mais bien sûr. Quand vous achetez votre ordinateur pour mettre le logiciel métier, moi, cet ordinateur, je l'amortis sur les 3 ans, puisque l'informatique, c'est 3 ans. Et quand on me demande est-ce que j'ai, clique, bah oui, j'ai un ordinateur. Oui, c'est surtout le logiciel. Ouais. Oui, enfin le logiciel. Et le logiciel, on paye bien les mises à jour et les. Donc, il n'y a pas de. Pour moi, on amortit et on clique. Oui. Après, honnêtement, l'équipement vraiment de vidéotransmission. 75 € alors. Bah, maintenant, on a tous des caméras intégrées partout, donc c'est plutôt l'abonnement qui est intéressant. Enfin, je sais pas, sauf si vraiment. Tout à l'heure, tu parlais des 800. C'est toi que je crois que tu parlais 800-900 €. Ouais, c'est à peu près ça. Bah, c'est ça. Hein. C'est ce que tu vas payer chaque année. Là, tu vas le déclarer, mais tu vas toucher que 350 € par contre. Est-ce que ça rentre dedans? Pourtant, il n'y a pas d'abonnement. Il est accessible. De quoi? Mais du coup, on peut effectivement faire notre télésoin. Vous n'avez pas de facture, du coup. Vous pouvez pas. C'est pas vous qui avez acquis la facture. C'est uniquement lié à la facturation. Non, mais là, on est sur l'équipement. Non, sur l'équipement, donc vous ayez acheté. Vous n'avez pas une facture payée. Vous n'avez pas acheté, on ne vous a pas facturé. Webcam de l'ordinateur. Est-ce qu'à distance, vous avez des questions, ça va? Parce qu'on parle on ne peut pas vous conseiller de. On est la sécu, hein, mais. On les paye directement avec nos charges. On pose les bonnes questions. Est-ce que ça n'est pas une bonne transition pour Pandalab, tout ça? Ouais. Donc, moi, j'arrive pas à me connecter. Déjà, comment on fait un compte? Non, mais on regardera ça après. On a du temps, ouais, pas de souci. Donc, Pandalab Pro, donc je vais vous parler de la messagerie instantanée et on va faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, donc télésanté, donc tout ce qui est téléexpertise et téléconsultation avec le module visioconférence. Donc, pour rapidement vous parler de Pandalab, donc c'est un outil qu'on a déployé à La Réunion et à Mayotte, donc qui est financé par les 2 ARS il y a 1 an et demi. Il y a une expérimentation qui a été faite sur une centaine de professionnels des 2 territoires pendant plusieurs mois. Et à l'issue de cette expérimentation qui était positive, on a décidé que le GCS et les 2 ARS de déployer la messagerie instantanée Pandalab. Il y a eu un choix sur plusieurs éditeurs. Ça existe pas en métropole, ça? Ça existe en métropole. Il y a des HAD qui l'utilisent, il y a des cliniques qui l'utilisent, voilà. Et c'est en train d'être déployé par une CPTS en Guyane et il y a des grades, voilà, des équivalents de TESIS dans des régions métropoles qui décident de le déployer d'un point de vue régional. Donc, il faut bien vous expliquer que ça, ce n'est pas un outil national, on est bien sur un choix régional de Mayotte et de La Réunion de choisir cet outil-là. Donc, c'est une messagerie instantanée où vous pouvez échanger du texte, des photos, des vidéos, voilà, des documents. Il y a des messages vocaux sur Android et voilà, donc sur iPhone et sur Android. Il y a des échanges audio et visio. On va regarder tout à l'heure, on va faire un point spécifique sur la visioconférence. On peut faire des groupes de conversation privés qui sont visibles par tous les utilisateurs de Pandalab ou des conversations privées, donc visibles que par un certain nombre de personnes autorisées. C'est un outil sécurisé, donc il respecte la réglementation européenne RGPD. Il est certifié dans l'hébergement de données de santé et et toutes les données sont hébergées en France. Il y a un respect vie privée, vie perso. Par exemple, quand vous êtes en vacances, vous avez la possibilité de saisir votre indisponibilité. Donc, c'est différent de WhatsApp. On ne peut pas vous contacter du coup sur Pandalab pendant cette période-là. Encore un plus par rapport à WhatsApp, c'est qu'il y a la fonctionnalité médicale vitale, PubMed, il y a les lecteurs d'imagerie qui sont intégrés gratuitement dans l'outil. Il est accessible sur mobile, donc en mobilité ou sur un navigateur web. Et vous avez accès à un annuaire où il y a la liste des professionnels de santé inscrits à Pandalab des 2 territoires avec qui vous pouvez échanger.
et il est bien à destination de tous les acteurs et professionnels de santé des 2 territoires. Quelques chiffres, du coup, juste pour vous donner un peu une vision globale. Donc aujourd'hui, on a plus de 2300 personnes inscrites à Pandalab, donc des acteurs de santé voilà, des 2 territoires, et c'est 60% d'infirmiers et de médecins. Plus de 10 000 messages échangés en conversation individuelle ou de groupe tous les mois. On a de nombreux fichiers échangés, plus de 2000 fichiers échangés, c'est notamment des images ou des documents. Et on a, depuis le démarrage, plus de 1400 visioconférences. Donc au départ, c'était un module qu'on ne proposait pas systématiquement à tous nos utilisateurs quand on faisait le déploiement. Et on a vu de plus en plus qu'il y a un besoin d'échanger de façon sécurisée en visioconférence. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'étais à l'association Haut les Mains. Donc, le cas d'usage, c'est d'échanger en fait avec un patient sourd. Donc, en fait, on se rend compte qu'avec la visioconférence de Pandalab, on arrive à échanger de façon sécurisée avec un utilisateur externe, que je vous montrais tout à l'heure, via l'adresse mail ou le numéro de téléphone. Ensuite, un focus sur vous, ma sœur kiné de La Réunion. Donc, on a 124 inscrits. J'espère que vous êtes tous inscrits. Dans les 124. Non, c'est une petite blague. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc, par rapport à nos nombres d'inscrits, donc vous faites partie des 5% des utilisateurs inscrits. Et par rapport à un chiffre que j'ai eu il y a quelques jours, donc sur le nombre total d'inscrits des kinés de La Réunion, on a 5% aussi. Par rapport à ça et toutes nos voilà, parce que nous on va régulièrement sur le terrain, on a une équipe du déploiement voilà qui rencontre tous les acteurs de santé de La Réunion, et de Mayotte aussi, on a des équipes là-bas et on a vu à notre niveau, on a détecté 5 exemples de cas d'usage. Là, c'est des échanges par exemple pluridisciplinaires autour d'un patient avec une équipe de soins, par exemple infirmiers, médecins et vous. Des échanges de photos pour la prise en charge des patients au quotidien, la transmission avec les collègues du coup, autour d'un patient, des ordonnances avec les pharmaciens, ou ce cas d'usage qu'on a vu avec quelques kinés, c'est la visioconférence avec des patients qui sont en dehors du territoire. C'est un peu le cas que tu avais tout à l'heure, en fait, voilà, quelqu'un qui va en métropole pour suivre des soins, et ben, on peut utiliser le module visioconférence de Pandalab. Ensuite, du coup, je vais vous faire une petite démo du module. Je vais essayer de partager. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Peut-être je vais vite. Non. Ils ont envie de voir? Ouais, ils ont envie de voir. Voilà, allez. Donc là, je me suis connecté à Pandalab. Voilà, c'est un outil classique, un identifiant mot de passe où quand on verrouille son compte, on a la possibilité de saisir en fait un code de validation. Donc là, en fait, tout à gauche, j'ai tous les modules. Donc en cliquant sur visioconférence, j'ai accès en fait au module visioconférence de Pandalab. Donc là, ici, je vois en fait toutes mes visioconférences terminées. En cliquant là, en fait, je vois tout l'ensemble de mes visioconférences. J'ai la possibilité du coup d'aller par exemple sur une visioconférence terminée et j'ai la possibilité de la renouveler. Donc ça me permet de pas en fait inviter à chaque fois, si j'ai une centaine d'invités, de refaire en fait l'invitation à tous ces invités. Et on peut en fait avoir à peu près 100 participants sur la visioconférence. Au-delà de 100, en fait, voilà, l'outil est plus très performant. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. On préfère éviter. Donc là, ensuite, vous avez la possibilité du coup de voir là en fait vos visioconférences récurrentes. Donc, celles que vous programmez, voilà, on a la possibilité de programmer une visioconférence tous les mois, voilà, tous les jours, une fois par semaine. Donc là, je disais toutes les terminées. On a la possibilité du coup de créer sa visioconférence. On peut la faire maintenant.
Voilà, donc on peut lancer une visioconférence maintenant. On a la possibilité aussi, quand on est en conversation individuelle avec un professionnel de santé, de directement lancer une visioconférence. On peut choisir une date et heure voilà, pour la planifier. Quand est-ce qu'elle est accessible? C'est à partir du moment où voilà, on peut se connecter à cette visioconférence. On saisit ce que je vous disais, la récurrence, donc tous les jours, une seule fois, toutes les semaines, voilà, tous les mois ou tous les ans. Voilà, on peut aussi le personnaliser. Ensuite, du coup, ce qui est intéressant là, c'est de partager du coup, voilà, la visioconférence. Donc ça, c'est au niveau des participants. Donc là, on a 3 possibilités de se connecter avec un utilisateur de PandaLab, donc peu importe lequel. Voilà, donc une personne qui est déjà inscrite à PandaLab. On a la possibilité de faire une visioconférence avec un groupe de conversation PandaLab, un groupe existant avec une ou plusieurs personnes inscrites à ce groupe-là. Et il y a la fonctionnalité utilisateur externe, donc où on peut faire du coup une visioconférence avec quelqu'un qui n'est pas inscrit à PandaLab. Donc ça peut être un patient, ça peut être voilà, un professionnel de santé qui est en dehors du territoire. Donc là, vous saisissez son nom, vous avez la possibilité de saisir soit son adresse mail ou son numéro de téléphone. C'est pas obligatoire le mail? Non, en fait, c'est une petite étoile de. Elle n'est pas. Ouais, voilà. Et une fois qu'il reçoit son lien, il doit se créer un compte ou il peut Non, pas du tout. En fait, quand il reçoit le mail, si vous voulez, après, je pourrais mettre un mail pour tester. Donc, quand il reçoit le mail, en allant sur son mail, il clique sur se connecter à la visioconférence et il a accès à la visioconférence. Et pareil, par téléphone, c'est pareil. Par téléphone. C'est un SMS qu'il reçoit. Voilà, c'est un SMS qu'il reçoit. Donc, il peut cliquer. Il y a un lien, il clique dessus. Il clique dessus. Il n'a pas besoin de télécharger une application ou autre. Voilà. Par contre, l'utilisateur de PandaLab, voilà, un autre professionnel de santé, il a en fait, quand il se connecte, il faut qu'il télécharge l'application visioconférence de PandaLab pour y accéder. Ouais. Voilà. Et pareil pour le groupe, voilà, s'il y a 5 participants, il faut bien qu'ils aient PandaLab. Donc, juste pour vous dire, en termes de chiffres, du coup, j'ai du coup les chiffres que tu voulais. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a sur PandaLab plus de visioconférences avec des utilisateurs externes. Donc après, on ne sait pas les qualifier si c'est lié à des téléconsultations, voilà, ou téléexpertise avec d'autres professionnels de santé qui ne sont pas inscrits. Mais voilà, on n'a pas de nombreuses vidéoconférences comme ça avec des groupes de conversation ou des utilisateurs PandaLab. Mais du coup, nous, concrètement, par rapport à ce qu'on disait au tout début, on pourrait utiliser PandaLab pour faire du télésoin ou de la téléconsultation. Ce que je disais, en fait, le mot téléconsultation, voilà, tout ce que vous a présenté Fleur. La vidéotransmission sécurisée, vous y êtes. C'est sécurisé. Uniquement parce que la facturation, elle est dans un autre. Vous suivez votre facturation dans votre logiciel. Oui. Voilà, y a pas de... Et après, dans la visioconférence, vous avez la possibilité, du coup, avant d'adresser la visioconférence, de rajouter un document. Comme ça, tous les participants, comme une réunion Teams, tous les participants ont un document qu'ils partagent. Et pendant la visioconférence, vous avez la possibilité de partager des documents de façon sécurisée. Parce que là, en fait, on est dans PandaLab, avec un utilisateur externe aussi. Parce que là, en fait, c'est en local dans PandaLab. Et là, il a la possibilité de le Par contre, quand il le télécharge et qu'il le met sur son PC perso, sur son serveur, voilà, c'est son espace santé. Là, ouais. J'ai une petite question. Toujours pareil, parce qu'on a la métropole. Quand je paramètre une réunion au 27 mars à 19h, à 20h avant de la réunion, est-ce que lui, ça va lui renvoyer à la bonne heure en métropole? Oui, heureusement. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ça tient compte du fuseau horaire de la personne en face. Ouais. Ok. Voilà. Donc voilà, donc pendant la visioconférence, vous pouvez partager tout ce que vous voulez, des documents, des fichiers. Voilà, et voilà, partage d'écran, il y a la possibilité d'avoir un multi-partage d'écran sur la visioconférence. Voilà ce que je pouvais peut-être vous montrer. Je vais peut-être prendre
Si vous voulez, on peut faire un test d'une adresse mail de quelqu'un qui veut être un testeur. Bah, moi, si tu veux comme ça, je peux. Allez, vas-y. Donc, Ton adresse. c'est Si on veut l'utiliser sur un MacBook, on est obligé de passer par un explorateur, par Internet Explorer, enfin un Safari ou autre, ou bien on peut installer l'application à partir de l'Apple Store. Non, en fait, il y a deux possibilités. Du coup, le navigateur web avec le lien, voilà, que vous pouvez mettre en favori après, et vous avez la possibilité aussi de l'avoir en application mobile. Voilà, il y a les deux accès. Oui, c'est ça, elle est compatible iOS, Oui. mais pas macOS alors. Si, Aussi, si ouais. aussi. Donc on peut installer l'application sur Oui, un vous pouvez Mac, tout utiliser. Donc, du coup, c'est. Ouais, je comprends. C'est bon? T'es bien parti. C'était bien parti? Ouais. En fait, c'est le message. Donc là, je lance. Oublie le nom. Hop. Ok. Voilà, donc là, je vois. Je t'ajoute. Si tu me mets en modérateur, qu'est-ce que ça fait? En maintenant. Hein? Ouais, tu peux te mettre en modérateur. Non, mais c'est pour. Ça fait quoi? C'est avec le. Ouais, en fait, tu peux du coup désactiver la caméra. Ouais. Voilà. En fait, Il y a plus d'options. ouais, voilà, plus d'options. Donc là, je la lance tout de suite. Donc j'ai la possibilité de rajouter un document. On peut peut-être pas laisser les passewords faire. Les comprennent. Bulletin de salaire. Oui, pourquoi pas. J'ai cru que t'allais Ouais. Donc là, non, c'est important de vous montrer ça. En fait, là, c'est important de ne pas partager un document sensible qui concerne un patient, voilà, des données de patient. Parce qu'en fait, là, l'invitation, la personne la reçoit par mail. Et donc, en fait, voilà, là, on part sur un mail non sécurisé. C'est ce que je veux. C'est plutôt quand on est dans la visioconférence et qu'on partage des documents, là, ils sont sécurisés. Donc là, je la crée. Je viens de recevoir un mail. Voilà. Ah, par contre, est-ce que tu veux arrêter de partager? Je partage le mail. Ouais, je vais arrêter le partage. Faut être multi. Donc voilà le mail. Voilà, donc on voit la personne qui a invité, l'équipe, voilà, en cliquant directement sur rejoindre. Voilà. Il y a le code de la visioconférence, tu peux saisir. Le code, je l'ai. Oui, oui, il est déjà là. Ouais. Voilà, donc en fait, on demande à l'utilisateur si on veut utiliser sa caméra ou son. Voilà. Son est là. C'est formidable. Yes. Ok. Tout à l'heure, j'étais avec le langage des signes tout à l'heure, ouais, c'était pas mal. Ouais. Donc, c'est facile, voilà. effectivement. Ouais, voilà. Et là. Ouais. Moi, j'ai quitté. Oui, c'est pas grave. Ouais, ça permet de voir aussi en fait en quittant. Ouais, tu peux retourner aussi sur la messagerie. Non, toi, tu as reçu par mail. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, donc tu n'es pas inscrit. Oui, j'ai pas de notification. Ouais, voilà. Et donc, c'est la même chose quand on le reçoit par texto. Voilà, on peut se connecter directement à PandaLab. C'est les mêmes informations qu'on a dans le texto. Ok. Donc, ça peut répondre à un usage détourné. C'est pas vraiment parce que vous n'avez pas de facturation et voilà, au DMP. Mais ça permet de régler des. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a deux cas. En fait, nous, on a des cas d'usage de médecins où ils ont des patients qui sont en métropole, qui sont partis en métropole et qui veulent garder leur médecin traitant. Et on a certains qui utilisent du coup PandaLab. Et le contenu des échanges est complètement confidentiel. Est-ce que vous avez moyen d'avoir accès par exemple aux échanges? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout accès. Sur le deal de la coke, c'est parfait quoi. Oui, il y en a qui utilisent PandaLab. Oui, pourquoi pas. Ouais, voilà.
super exemple. Ouais. Non, mais Non, l'exemple est bien. Ouais. Non, pas du ça tout. pourrait être détourné, quoi, comme système. Non, je vous dénonce pas l'ARS ou bien ailleurs. Vous inquiétez pas. C'est gratuit, mais c'est pas. On a enregistré, hein. Je rappelle, ouais, voilà. Par contre, la conversation, là, elle est enregistrée. Ouais. Ça, je la partage à l'ARS. Donc, Je sais pas si on a plein d'idées. Ouais. Et du coup, on peut aussi le facturer à la Sécu, les 360 €. Non. Pour faire Pourquoi on pour utilise bien dealer un quelque chose peu. en vidéotransmission Oui, mais vous n'avez pas à payer. Non. C'est comme pas la ici, vous n'avez gratuité pas de la à payer, route. vous l'avez acheté. Il est mis gracieusement. On vous propose à un outil disposition gratuit des et vous acteurs voulez de santé. gagner de l'argent sur quelque chose de gratuit. Mais non, Vous non, pouvez acheter la caméra pour mieux voir si jamais la caméra ils sont des prêts à tout. Et du coup, Pandalab peut gagner de l'argent comment? C'est la RS. Ah, c'est la RS. Ouais, en fait, pour expliquer, c'est des financements nationaux parce qu'en fait, l'ARS et nous, on doit s'assurer que les professionnels de santé utilisent des outils sécurisés. Voilà. C'est votre C'est RS. ça que, voilà. Ouais. Et pourquoi Pandalab? Enfin, ça vient d'où? Alors, en fait, c'était le surnom pendant son école de médecine du créateur de la solution en fait. Docteur Panda. Voilà, Docteur Panda. Ah, ok. Voilà, donc c'est plutôt ça. Et puis il y a le symbole, l'animal panda. C'est drôle. Ok. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a la possibilité de télécharger l'application et scanner le QR code. Et là, vous arrivez directement sur l'équipe Santé Mayotte Il y a Réunion. aussi des flyers si vous voulez. Voilà, il y a des flyers. Voilà. Bah, c'est bien. Il faut s'inscrire d'abord avant. Mais je l'ai déjà Ah oui, non, fait, moi, c'est je connais. pas tout là. Et voilà, on a un numéro. Ça marche pas parce qu'en fait, j'ai plus de compte ICPS parce que je leur crée. Non, mais en fait, vous pouvez vous inscrire aussi manuellement. Il n'y a pas forcément besoin. J'ai essayé, j'ai rentré mon RPPS, il me dit vous n'avez plus de compte ICPS, il est désactivé. Je vais faire un instant. D'accord, mais en fait, il y a deux. Ah, ça, je suis là. Voilà. À distance, dernière chose, effectivement, il y a le numéro de support si jamais vous avez besoin d'aide, parce que là, ils vont bénéficier d'une aide, un accompagnement Voilà, privilégié par c'est Stéphane. ça, ouais. Si à distance, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler ce numéro aussi, qui est le guichet pour vos questions. Voilà. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant, là, c'est fermé. Mais... Et le guichet. Voilà. Et le guichet, voilà. C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas écrit, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment de C'est quoi, c'est 9h-17h, je crois. Si, si. H24, 7 jours sur le flyer, c'est marqué, ouais. Numéro gratuit, mais c'est pas marqué les Non, trucs. c'est pas écrit. Ah, c'est On l'a pas marqué, Ah, ouais. On marque jamais ça. C'est vrai. Et voilà. Qui a fait cette com, je te jure. Non, mais on ne précise jamais ça, moi. Est-ce que vous avez des questions à distance avant qu'on arrête l'enregistrement Et le support, il est ici au port. Voilà, c'est une personne qui est dans les locaux et qui s'occupe du support pour les acteurs de santé des deux territoires. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, c'est Julien. Il n'y a pas de questions? D'autres questions peut-être? C'est quoi la différence entre un logiciel comme celui-ci et WhatsApp au niveau de la sécurité? Quel mécanisme garantit plus de sécurité avec Pandalab qu'avec Signal, WhatsApp? C'est comme si vous me disiez qu'elle donnait un peu autre chose. Bon, je vais expliquer. En fait, là, les données, elles sont, quand on dit sécurisé, c'est qu'en fait, les serveurs sont certifiés ISO 27001. En fait, ça certifie que les données sont hébergées dans un espace sécurisé, que personne n'a accès à ces données-là. Et qu'au bout d'un certain temps, elles sont supprimées et elles sont utilisées à bon escient, en fait. Et que personne ne peut, en fait, consulter vos données ou les récupérer. Vous ne pouvez pas les retrouver un jour sur Internet ou dans un serveur ailleurs. Vous aurez pas de... Les hôpitaux se font hacker pareil. Oui. J'imagine que c'est pas. En fait, par rapport à hacker, justement, en fait, Pandalab n'est pas un logiciel métier qui est intégré dans le SI d'une entreprise, voilà, d'un hôpital, par exemple. Donc, s'il y a une cyberattaque au CHU de La Réunion, eh ben, ils peuvent continuer à utiliser Pandalab parce que tout est hébergé. Mais les serveurs peuvent se faire hacker aussi ou ça c'est impossible? Rien n'est impossible. Le gros degré de sécurité qui existe. L'hébergeur de données de santé, c'est le plus haut, c'est le plus sécurisé que vos banques. Donc, c'est hyper surveillé. Il y a des cellules au gouvernement, au ministère de la Santé, tout ça, qui sont vraiment là-dessus tout le temps. Et avant le piratage, c'est vrai qu'il y a cette notion de privé. C'est-à-dire que sur WhatsApp, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une publicité ensuite sur Facebook qui est liée à une conversation que vous avez eue sur WhatsApp. Alors que sur Pandalab, ça restera interne et vous n'aurez jamais
Et là, par Le exemple, ciblage publicitaire, par exemple. Voilà. Sauf pour la visioconférence, du coup, parce que les micros nous enregistrent, je peux en cibler. non, mais toutes les conversations sont enregistrées, sont dans le serveur. Ouais, si je fais une vidéo avec mon smartphone, on sait bien que le smartphone écoute nos conversations, c'est réputé, c'est connu. Donc, Non, mais vous n'êtes pas sur votre smartphone, vous êtes sur une application qui est la conversation. Enfin, j'utilise, si je fais une vidéo avec mon smartphone, avec mon lab, je serai quand même enregistré par Apple, par Pixar. Non, en fait, non, pas du tout. En fait, je suis quand même pas certain parce qu'on est ciblé. Moi, j'ai déjà fait des tests avec des amis. On a des conversations à propos d'un barbecue et 2 heures plus tard sur Facebook, j'ai une publicité de barbecue, quoi. Oui, mais pas sur Pandalab. Oui, mais en fait, ce que je vais expliquer. Non, c'est pas pareil en fait. Pandalab, c'est un outil, c'est une application qui est en SaaS, qui est intégrée où tout ce que vous faites n'est pas enregistré sur votre téléphone. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui, je suis d'accord. La photo les photos que vous échangez sur Pandalab, elles sont pas enregistrées sur votre téléphone. Par exemple. Alors que sur WhatsApp, elles sont enregistrées sur votre téléphone. Ouais. Par exemple, vous faites un message vocal sur Pandalab, il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est vrai que... Yann, j'ai une question aussi à distance. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire? On va manger. Ma faim. Yann, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous n'avez pas votre micro ouvert. C'est un autre Pandalab ou autre, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut être enregistré, quoi. C'est bien que tu en as. Est-ce que vous avez une question? Moins que WhatsApp. Non. Je pense que oui, non, mais on va pas... Pas de souci. On peut débattre. On peut débattre. Du coup, j'ai fait une validation sur mon RPPS. Après, c'est vous qui validez. Oui, voilà. En fait, nous, on J'attends vous que ça contacte arrive. et je pourrais le valider là parce que je vous vois. Et, généralement, j'ai ma collègue qui vous demande un certain nombre de pièces pour vérifier si vous êtes bien kiné à la réunion. Ok. Voilà. On a une question? Je suis désolée, Yann. Bah non, on n'a pas entendu. Je ne sais pas si vous... Écris là. Et vous pouvez l'écrire sinon, mais c'est votre micro qui est fermé. Et voilà, et par exemple, l'avantage aussi de Pandalab, c'est qu'en fait, vous n'échangez pas vos numéros de téléphone. Voilà, peut-être le médecin, voilà, un professionnel de santé du CHU, vous échangez sur Pandalab sans son numéro de téléphone. Alors que sur WhatsApp, en fait, voilà, votre numéro de téléphone il circule de partout. Peut-être c'est quelque chose que vous ne voulez pas partager avec ces personnes-là. Et là, tous les médecins, tout ça, ils vont recevoir un petit flyer, un mail en disant qu'il y a accès à ça. Parce que moi, j'ai découvert ça par hasard en discutant avec une copine qui gère le syndic, tu vois. Mais j'étais pas au courant de ça. Vous envoyez des mails via les ordres, des trucs comme ça? Oui, en fait, on travaille beaucoup avec les... En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'on a une équipe ici du déploiement qui est allée sur le terrain, par territoire, pour s'occuper du déploiement. On travaille avec les CPTS, on travaille avec les orgues, on travaille avec les IRPS, voilà, notamment vous. Qui, en fait, l'idée, c'est que toutes ces structures-là sont un peu des ambassadeurs de Pandalab auprès des acteurs de santé du territoire. Si vous êtes sur LinkedIn aussi, je ne sais pas, Métésis, voilà, on met souvent des choses, des informations. Et même dans Pandalab, on a un groupe info et bonnes pratiques où nous, on vous communique des infos. Voilà, c'était un peu le but aussi de la soirée, de parler de Pandalab, justement, pour faire connaître plus. Eh ben, merci, je vais... Merci. C'est une équipe privée, du coup, scan ce truc. C'est pas sur le flyer, c'est non? Mais il est sur le Sur le flyer, on est en train de le mettre en public.